Le thème de la soirée, c'est pleurs et colère des bébés et des enfants. C'est totalement inspiré du travail d'Aleta Solter. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui? Ah, bonjour. Ok. C'est une dame qui je trouve extrêmement inspirante. C'est une psychologue suisse-américaine qui a actuellement 79 ans. Je viens de découvrir ça ce matin. Et qui, ça fait des décennies qu'elle essaye, enfin qu'elle est psychologue, qu'elle se concentre sur le développement des enfants. Et je trouve qu'elle allie extrêmement bien, enfin, je dis suisse-américaine, c'est un peu mes préjugés, mais il y a la rigueur américaine, le côté concret, et puis toute la base européenne. Donc elle fait vraiment les liens, et je la trouve extrêmement inspirante. Pleurs et colère des bébés et des enfants. Je crois que vous savez tous à quoi servent les pleurs. Vous en avez en tout cas l'intuition que le bébé pleure pour communiquer quelque chose. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce que Aleta Solter a vraiment mis en évidence, et je trouve vraiment intéressant, c'est que les pleurs ont une autre fonction, qui sont vraiment une fonction de décharge du stress. Beaucoup d'études qu'elle cite dans ses différents ouvrages démontrent comment, par ses pleurs, l'enfant lâche le stress. Autant les études biochimiques, où on voit que dans les larmes, ça contient des catécholamines, du cortisol, les larmes de gens qui ont pleuré en regardant un film triste, et pas les larmes de gens qui pleurent devant en épluchant des oignons. Donc, de savoir ça, c'est vraiment de se dire, tiens, pleurer, c'est une façon d'évacuer le stress. Quand je parle du cortisol, adrénaline, noradrénaline, je pense que tout le monde connaît. Enfin, c'est les hormones qui véhiculent l'information de réagir au stress. Le stress en lui-même n'est pas grave, n'est pas un problème, c'est un changement de situation dans l'équilibre, c'est une adaptation à un nouvel équilibre. Ce qui pose problème, c'est quand les hormones de stress sont enclenchées, sont présentes et qu'il n'y a pas cette libération des hormones. Ce qui fait que le stress devient chronique, avec des effets sur l'immunité, sur les tensions, sur tout le système cardiovasculaire, l'hypertension, l'état de relaxation ou de détente des artères, sur le cerveau. Le stress chronique crée des dégâts cérébraux avec des troubles d'apprentissage, des troubles de la mémorisation. Un truc mémotechnique pour moi, c'est, vous savez qu'il y a des gens qui doivent prendre de la cortisone pour des maladies chroniques, et ils ont tous des effets secondaires. Et donc, si on est obligé de prendre du cortisol à haute dose pendant longtemps, les effets secondaires sont très visibles. Il y a de l'hypertension, c'est ce qu'on appelle un faciès cachinoïde, avec trop de poids, trop de tension, une immunité fragile. On donne de la cortisone pour diminuer l'immunité, enfin la réaction immunitaire. Et tout ça, on le retrouve chez la personne qui est stressée de façon chronique et qui ne peut pas lâcher le stress. Si vous avez une sensation d'agression et puis, enfin, si vous vous sentez agressé et que vous courez ou que vous criez ou que vous tapez, tout ce qui est mis en branle dans le corps pour réagir à l'agression peut se lâcher, peut s'apaiser. Par contre, s'il y a une agression et qu'on peut pas réagir, notre patron rentre et nous engueule et on peut juste se taire, on accumule ce stress. Et en plus, nous, en tant qu'être humain, on a cette faculté d'anticiper. On sait, demain je vais voir mon patron. Et aussi de se souvenir, il y a eu ça, et le stress remonte. Peut-être que vous avez l'impression que je m'égare, où sont les bébés là-dedans. Je crois que c'est important de réaliser qu'un bébé, même dans les meilleures conditions, vit du stress, subit le stress. On parle du stress de la naissance, qui peut aller jusqu'au traumatisme de naissance, en fonction de comment ça se passe, comment l'enfant est accueilli. Il peut y avoir des stress liés lors de la grossesse, un deuil chez un parent, une situation familiale difficile, un accident. Et il y a les stress
de la vie, les stress liés au développement de l'enfant. Un enfant qui a envie d'avancer, qui est en train de ramper et qui, après 2 heures, se retrouve toujours coincé en dessous de l'armoire, enfin, ou non, en dessous d'une chaise. C'est tous des stress, ou le stress d'un bruit, l'aspirateur, le stress d'avoir faim, le stress d'avoir mal. Et l'enfant, comme ça, accumule des stress, le bébé accumule des stress, et il a quand même peu de possibilités de lâcher le stress. Moi, en tant que jeune maman, j'avais, dans un premier temps, espéré pouvoir protéger mon enfant du stress. Mais c'est complètement illusoire. Le stress, on peut diminuer les sources de stress, essayer d'avoir un rythme plus paisible, diminuer le bruit, diminuer la surstimulation, mais on ne pourra jamais faire grandir nos enfants dans un monde sans stress, et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable. Donc, les études biochimiques ont montré que pleurer permettait de lâcher le stress. Donc, pleurer est nécessaire. Un enfant qui pleure, un bébé qui pleure, le rôle des parents n'est pas de l'empêcher de pleurer. Et donc ça, c'est l'énorme malentendu qui est lié à notre éducation, où on croit que le rôle des parents, le rôle des éducateurs est de calmer le pleur des enfants, d'empêcher l'enfant de pleurer, de réprimer ses pleurs. Ça paraît un peu violent quand je parle de répression des pleurs, et en fait, c'est de ça qu'il s'agit, même si c'est de très très bonnes intentions. Oui, je veux bien la première dia. Ça c'est, je ne sais pas si vous connaissez Mafalda et Kino. On voit pas très bien, mais la maman qui pleure en épluchant des oignons, et sa fille qui lui propose de pleurer pour un motif moins futile. Je voudrais peut-être vous mettre à contribution. Est-ce que parmi vous, vous vous souvenez de comment on a réprimé vos pleurs? Ou comment autour de vous, on réagissait quand vous pleuriez? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens à qui on disait « ne pleure pas » ou « t'es laid quand tu pleures » ou « t'es laide quand tu pleures » Ça vous parle? Ou t'es un garçon, tu peux pas pleurer. Un garçon ne pleure pas? Ou « waouh, t'as vu celui-là » Ça, c'est une histoire personnelle. On lui a arraché les dents, elle a même pas pleuré. Valoriser les enfants qui pleurent pas. Ou elle fait un son intéressante, on la regardera quand elle arrêtera de pleurer. Mais et vous? Tu n'as pas mal. J'ai pas entendu. Mais non, tu n'as pas mal. Mais non, t'as pas mal. Minimiser. Une autre idée? Un autre souvenir? Oui? Garde tes larmes pour des choses plus importantes, plus graves. Oui. Encore? C'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Oh, regarde le beau petit jouet! Pour distraire. Donc, c'est toutes des techniques de répression des pleurs. Une autre toute simple. Tiens, un bonbon. Si on retourne au bébé, une technique pour le bébé, comment est-ce qu'on calme les pleurs des bébés? On les berce, on leur met la tétine. On donne du sucre. On leur donne du sucre. Quoi encore? On les met au sein tout de suite. Ok. Donc, il y a mettre quelque chose dans la bouche. Nourrir un enfant, c'est nécessaire quand l'enfant a faim. Mais quand l'enfant pleure et qu'il n'a pas faim, c'est pas d'avoir quelque chose en bouche qu'il a besoin. La distraction, la stimulation, c'est pas la même chose. Une berceuse est chantée pour un enfant que de bercer l'enfant pour qu'il ne pleure pas. Il y a des parents qui ne sont tellement dépourvus d'entendre l'enfant qui pleure en pensant que leur mission est d'arrêter leurs pleurs, qui vont jusqu'à les mettre dans le maxi-cosy et les faire un tour en voiture pour que la vibration apaise l'enfant. Donc, on était dans comment les pleurs sont réprimés. Et ça entraîne des automatismes de contrôle. Donc, l'enfant va contrôler ses pleurs, ou l'adulte ça va après évoluer vers un adulte qui va contrôler ses pleurs. Il y a une émotion qui vient, il y a besoin de pleurer, et on va ouvrir le frigo et manger un chocolat.
Enfin, on met pas le chocolat au frigo. On va manger un truc dans le frigo. Ou on va se servir un verre de vin. Ou on va se distraire en regardant un truc débile à la télé. Ou on va faire du sport en intensif. Je dis pas que faire du sport c'est pas bien, mais dans l'intensivité, là on passe entre j'ai besoin de quelque chose à je fais quelque chose, j'ai un comportement, je reproduis un comportement de répression d'émotion pour ne pas être en contact avec mon émotion. Je sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement. En fait, un enfant qui pleure a peut-être besoin de communiquer un besoin. J'ai faim, j'ai mal, j'ai froid, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, je m'ennuie, il y a trop de stimulation. Et peut-être qu'il a besoin d'utiliser le pleur pour se réparer. Se réparer, c'est-à-dire lâcher le stress et se réparer d'un traumatisme. Les traumatismes, ils sont vraiment multiples. Il y a des enfants qui ont des naissances difficiles et qui pleurent beaucoup plus que d'autres enfants. Mais tous les bébés pleurent. Et qu'est-ce qu'on fait quand un bébé pleure? Ça, c'est la grosse question. Donc, il s'agit pas d'arrêter les pleurs. C'est vérifier que tous les besoins sont satisfaits, que l'enfant n'a pas mal, que l'enfant n'a pas faim, que l'enfant n'a pas froid, qu'il n'a pas besoin de présence particulière. Et une fois que tout ça est rassuré, tout ça est derrière nous, on peut se dire, peut-être, c'est une hypothèse, l'enfant a besoin d'un pleur de décharge. Il a besoin de lâcher son stress, de guérir son stress en pleurant. Qu'est-ce qu'on fait alors? La proposition, c'est de prendre l'enfant dans nos bras et de lui accueillir, de l'accorder toute notre attention en le regardant dans nos yeux, en se regardant dans les yeux. Le contact physique aide, mais c'est un contact qui est « je suis là pour toi ». Et tu peux pleurer le temps que tu as besoin, je suis là avec toi, je t'accueille dans tes pleurs. Et il ne s'agit pas de je suis là, ça va aller » ou je suis là, mais en fait je supporte pas. Et c'est beaucoup plus difficile, j'ai envie de dire c'est très difficile de faire ça. Je ne sais plus où j'en suis, peut-être la suivante? Comme tu veux. Oui, je veux bien. J'adore celle-ci. Oui, moi aussi. Je ne sais pas comment vous la voyez. On pourrait dire, le sale gosse, il tombe. En plus, il essaie de voler du sucre, soit. Et puis, après, il se retrouve là à pleurer quand sa maman arrive et il fait du cinéma. C'est une lecture. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je vois que le petit, là, il est mal. Et puis, quand la maman arrive, quand il est en sécurité, il peut exprimer, il peut lâcher ses larmes. Et en fait, ça ressemble à une expérience que je sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre. Sentir une tension en vous, se sentir mal, ne pas être en sécurité, c'est pas le bon moment, on n'est pas au bon endroit. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un de bienfaisant, quelqu'un qu'on connaît, un ami, qui nous prend dans ses bras, et puis paf, on éclate en larmes, et bon Dieu, qu'est-ce qu'on se sent bien après. Je vous ai pas dit qu'il y a des études, il y a plein d'études partout, mais il y a des études qui ont démontré que les larmes, qu'une bonne crise de larmes permettait de diminuer sa pression sanguine, de diminuer la tension musculaire, d'avoir un meilleur sommeil, de régulariser la fréquence cardiaque. Mais si on pleure parce que on met l'enfant dehors, ou on le punit et qu'il pleure, ou qu'on lui fout une bonne chauffe, j'espère que vous faites plus ça, j'espère même que vous comprenez pas ce mot-là. Vous comprenez quand même une bonne chauffe. L'enfant pleure, oui, il décharge, mais il n'a pas ce côté réparateur parce qu'il n'est pas contenu, parce qu'il n'a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion. Et donc, l'effet bénéfique des pleurs vient de la décharge physique, biochimique, mais aussi de l'accueil. Peut-être même surtout de l'accueil. Donc, accueillir les pleurs, décharge émotionnelle et besoin d'empathie. Tout à l'heure, quelqu'un a dit c'est pour ça que tu pleures, on pleure pas pour ça. C'est un phénomène que Aletta Solter appelle le phénomène, du biscuit cassé. Et en fait, c'est on connaît bien ce truc-là, c'est le petit enfant qui
qui va faire une crise parce que on a coupé les spaghettis, qui voulait pas des spaghettis coupés, ou parce qu'il trouve pas la paire de chaussettes qu'il voulait mettre aujourd'hui. Mais enfin, tu vas pas te mettre à pleurer pour ça. Il y a des pleurs qu'on accepte en tant qu'adulte, en tant que parent. Si l'enfant pleure parce que il s'est fait mal, on peut comprendre. Mais si l'enfant pleure parce que il a les spaghettis coupés alors qu'il voulait les spaghettis non coupés, là on se dit mais c'est pas possible. C'est du caprice. Et une autre façon de voir, c'est de se dire c'est pas du caprice, c'est le prétexte que l'enfant trouve ou dont l'enfant profite pour avoir l'opportunité de décharger ses pleurs. Mais si l'enfant qui fait ça rencontre un adulte qui va lui dire mais c'est n'importe quoi, c'est des caprices, l'enfant n'est pas accueilli. Par contre, si l'adulte essaye de comprendre en dessous et de pouvoir dire à l'enfant ou pouvoir se dire, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas ce qui se passe, mais je vois que l'enfant a besoin de pleurer. Et je l'accueille dans ses pleurs. Alors, j'essaie de faire le lien avec l'adulte. Moi, je suis psychothérapeute d'adultes. Mais pour moi, les adultes que je vois ont en eux un enfant, parfois blessé, parfois pas blessé. Mais je suis vraiment quotidiennement en lien avec des gens pour qui quand ils pleurent, c'est très compliqué à s'accepter. Quand ils sont pas bien, c'est très très compliqué de s'accepter quand ils sont dans cet état-là. S'accepter quand on est victorieux, quand ça se passe bien, quand on se trouve beau, c'est facile. Par contre, aller s'aimer quand on se trouve pitoyable ou moche ou c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai l'impression, enfin c'est une hypothèse, que accueillir les pleurs des enfants et des bébés permet à l'adulte en devenir de s'accueillir même s'il pleure. De savoir que c'est pas parce qu'on pleure qu'on est rejeté, qu'on est mis de côté. La suivante, s'il te plaît. Ça, c'était juste une illustration de ce qu'on appelle le time out, de l'enfant qui est mis sur le côté parce qu'il a un comportement qui dérange. C'était déjà un grand progrès par rapport à la fessée ou l'engueulade, mais ça induit quand même chez l'enfant, si ton comportement ne me correspond pas à ce que j'attends de toi, je te mets de côté. Et quelque part, mettre un enfant de côté, c'est le priver d'attention et ça peut être vécu comme une perte d'amour. Même si le discours est rassurant. Je t'aime, mais c'est ton comportement que je n'apprécie pas. Je suis pas d'accord que tu aies fait ça. Mais l'enfant se sent juste rejeté. Il peut pas comprendre avant 7 ans, avant 8 ans, il peut pas comprendre la différence entre l'intention verbale des parents et l'impact émotionnel d'être mis à l'écart, d'être rejeté parce que son comportement n'est pas accepté ou n'est pas celui qu'on voudrait que l'enfant ait. Là, je ne vais pas encore parler des colères. Je vois que Nelly me fait signe, donc je vais un petit peu parler vite des colères. La façon de lâcher du stress, c'est de se réparer de ses traumatismes. Il y a la parole, il y a le jeu symbolique, les pleurs, dont j'ai beaucoup parlé, les colères et le rire. Le jeu symbolique, le rire, ça... on peut comprendre, mais je ne pourrais pas déployer ici. Par contre, les colères, les grosses crises, c'est aussi une façon de décharger pour l'enfant. Et bon, là, on parle plus du bébé, mais peut-être de l'enfant de 18 mois, puis 2 ans, qui va faire sa grosse crise, qui va faire dire non, qui va se jeter par terre parce que quelque chose ne va pas comme il veut. Le rôle des parents, je crois, c'est d'accueillir ça. Parfois, c'est pas le bon moment. Souvent, c'est pas le bon moment. Il va le faire quand les parents sont stressés, quand il y a justement la présence d'un invité, quand on se retrouve à la caisse du supermarché avec les voisins qui nous regardent et que le gamin veut justement ce truc-là que la maman avait décidé de pas acheter. Peut-être que c'est pas le moment d'accueillir, mais c'est important de pouvoir se dire l'enfant a besoin de décharger quelque chose et on va pouvoir l'accueillir à la maison. Ou bien prendre l'enfant dans les bras et lui dire je comprends que tu es pas d'accord, c'est pas le moment, et partir, sortir, et pouvoir accompagner l'enfant qui décharge sa colère. Je vous ai montré, ça c'est
tout le travail de ce qu'on appelle le holding, de prendre l'enfant dans les bras et de dire je suis là avec toi, tu peux exprimer ta colère. Mais c'est une technique, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est extrêmement, moi je trouve, sensible, où il y a un rapport de force entre l'adulte et l'enfant, où l'enfant qui est petit et qui est pris dans les bras d'un adulte contenant, bienveillant, peut être aussi dans une sensation de je suis dans un rapport où moi je suis vraiment vulnérable et j'ai rien à faire. Donc c'est vraiment l'attention de l'adulte à être dans la bienveillance, à ne pas faire ça s'il est en colère et à pouvoir vérifier que ce soit juste pour l'enfant. Donc je pense que dans ce domaine-là, encore plus, enfin dans l'éducation, mais qu'il n'y ait vraiment pas de dogme, qu'il y a vraiment, on marche sur le fil de sentir ce qui est juste pour que l'enfant soit soutenu, contenu. Tu peux te fâcher, je reste là, je t'aime, quoi qu'il arrive, mais je t'empêche de te faire mal, ou de faire mal aux autres, ou de détruire, mais que ce soit jamais un rapport de force en je vais te faire mal, je vais te mater, je vais te montrer qui est le plus fort. Ceci dit, j'ai pas le temps de déployer parce que ça prend vraiment beaucoup de temps d'accueillir ses colères, mais accueillir la colère de l'enfant, ça permet à l'adulte d'accueillir ses propres colères. Ça permet à la personne de s'aimer même s'il est en rage, et de pouvoir sentir qu'on a le droit d'être en rage, qu'on va pas être soi-même explosé par notre propre rage. Mais c'est de pouvoir avoir fait l'expérience quand on est petit, qui nous donne cette confiance-là. Un des thèmes de la conférence, c'était le lien avec l'environnement. Je n'ai pas envie d'arrêter avant de vous parler un petit peu de ça, qui est que pour moi, un enfant qui a été accueilli dans ses émotions devient un adulte qui a le droit, qui s'autorise à accueillir ses émotions et qui ne doit pas avoir recours à des techniques de répression pour pouvoir se sentir plus ou moins bien. Et les techniques de répression, je vous ai parlé, c'est l'alimentation, la suralimentation, le sucre. C'est aussi les distractions. Les distractions, ça peut être je vais m'acheter un sac à main parce que là, j'ai quelque chose qui me fait pas du bien. Ou, paf, on va se faire un city trip à Barcelone pour aller faire du shopping. Je dis pas que prendre l'avion, c'est forcément négatif, mais il y a quelque chose d'une frénésie qui est parfois une fuite de ces émotions, et je crois que plus on va être dans le contact et dans le respect de nos propres émotions, moins on sera obligé d'être dans cette surconsommation qui a des effets sur la planète dont l'être humain est en train de sentir les conséquences. Peut-être encore une autre ? Oui, voilà. Moi, j'adore celle-là. Tu vas plus m'aimer si je fais des miettes. Si tu fais le sale, non. Alors ton amour, c'est du baratin, garde-le pour toi. C'est Quinault qui a fait ça, il l'a fait dans les années... il a dessiné ça dans les 60. Moi, je trouve qu'il était un avant-gardiste extraordinaire. Donc cet amour conditionné qu'on donne aux enfants, même si le discours n'est pas ça. Je t'aime quoi qu'il arrive, mais je peux pas accepter que tu pleures. Je peux pas accepter que tu sois méchant. Je peux pas, méchant entre guillemets, hein. Je peux pas accepter. Et donc, on devient nous-mêmes. On n'arrive plus à nous aimer. On n'arrive pas à nous aimer inconditionnellement. La suivante ? Oui, voilà. Alors, je vous invite à être très indulgent si dans votre façon d'avoir éduqué vos enfants ou dans la façon d'être indulgent avec vos parents ou vos éducateurs. Parce que, voilà, c'est un malentendu et je pense qu'il y a une grande nécessité d'information. Que cette information est en train d'arriver. Enfin, Aletta Solter a écrit son premier livre en 98. Mais c'est vraiment en train de faire du chemin. Et quand je vois les jeunes générations, je pense que le discours est complètement différent. Et je m'en réjouis. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. C'est un cap, mais difficile à tenir. Je pense que je vais en rester là. Je vous remercie.